Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître compliqué, mais qui est absolument vital pour toute mission sociale, la compta des organismes sans but lucratif, les fameux OSBL au Québec. L'idée, c'est de rendre tout ça beaucoup plus simple en se concentrant sur les deux sources de revenus principales, les donations bien sûr, et les services. Et on commence direct avec la grande question, est-ce que la gestion de l'argent est au point ? Parce que, au-delà d'être une simple obligation légale, une bonne gestion financière, c'est vraiment le carburant qui permet à un organisme de remplir sa mission, sur le long terme et en toute transparence. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par les bases, les fondations de la compta pour OSBL. Ensuite, on plongera dans le monde des donations, puis on verra comment ça se passe pour les revenus de service, et pour finir, on fera un petit récapitulatif des points clés à ne jamais oublier. Allez, c'est parti. Ok, première section. Avant même de parler d'argent qui rentre, il faut comprendre le cadre, les règles du jeu. Quelles sont les fondations sur lesquelles repose toute la gestion financière d'un OSBL ? Et la règle d'or, la voici. Au Québec, tout OSBL doit se plier aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif qu'on appelle les NCOSBL. C'est en quelque sorte la Bible comptable. Chaque opération, chaque décision doit respecter ces normes pour garantir que tout est fait dans les règles de l'art. C'est le point de départ non négociable. On passe maintenant au cœur du financement de beaucoup d'organismes, les donations, qu'on appelle aussi les revenus de contribution. Comment est-ce qu'on gère ça proprement dans les livres comptables ? Un revenu de contribution, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est tout simple, c'est un don. L'organisme reçoit de l'argent, ou même des biens, sans devoir fournir un service précis en échange. C'est un pur geste de générosité, et la compta doit le traiter comme tel. Le processus, lui, est assez direct. Étape 1, on reçoit le don. Étape 2, si l'organisme peut le faire, on émet un reçu fiscal. C'est super important pour le donateur, il ne faut pas l'oublier. Et étape 3, la plus cruciale pour nous, on enregistre cette entrée d'argent dans le système comptable. Ah, et là, attention, on touche à un point vraiment essentiel. Il y a deux types de dons. Les non affectés, c'est carte blanche. L'argent peut servir à payer les factures, les salaires, bref, tout ce qui fait tourner la boutique. Par contre, les dons affectés, eux, viennent avec une étiquette. Le donateur a dit « je donne cet argent pour ce projet précis ». Et ça change tout. Ce n'est pas juste un détail comptable, ça a un impact énorme sur la gestion et la planification. Et bien sûr, cette différence se reflète dans les comptes. L'argent rentre toujours dans l'encaisse, ça ne change pas. Mais on va utiliser des comptes de produits différents, le 4100 ou le 4110, pour bien faire la distinction. Et le truc à savoir, c'est que si un don affecté n'est pas encore dépensé, il est mis de côté dans un compte qu'on appelle passif différé. C'est une manière de dire « attention, cet argent est dans le compte, mais il est déjà promis à autre chose ». Allez, on change de registre, on a vu les dons. Parlons maintenant de la deuxième grande source de revenus qui, elle, a une logique complètement différente. Ici, il ne s'agit plus de recevoir, mais de gagner de l'argent en échange de quelque chose. On parle ici des revenus d'exploitation. La logique est simple. L'organisme fournit un service, une consultation par exemple, et en retour, il est payé. Ce n'est plus un acte de générosité, c'est une transaction. C'est le fruit de l'activité directe de l'organisme. Pour ce type de revenu, le processus est un peu plus étoffé. D'abord, on rend le service. Ensuite, on envoie une facture. Après, on reçoit le paiement. Et enfin, comme toujours, on enregistre le tout dans les livres. Chaque étape doit être tracée, documentée. C'est la clé. Et si on regarde les comptes, on voit des nouveautés. Bien sûr, l'argent arrive toujours dans l'encaisse. Mais on voit apparaître un compte super important, les comptes clients. C'est là qu'on suit les factures envoyées qui n'ont pas encore été payées. C'est un outil essentiel pour gérer sa trésorerie. Et bien sûr, le revenu va dans un compte de produits spécifiques et il faut faire attention aux taxes si jamais les services ne sont pas exonérés. Bon, on a vu les dons et on a vu les services. Il est temps de rassembler tout ça et de se concentrer sur les points essentiels pour que tout reste clair, propre et conforme à la loi. Voici 3 choses à graver dans le marbre. Premièrement, la déclaration fiscale annuelle, comme la T3010, ce n'est pas une option. Deuxièmement, la fameuse question des taxes. Est-ce que les services sont taxables ou pas ? C'est une vérification à faire absolument, car une erreur peut coûter cher. Et enfin, peut-être le plus important, les rapports financiers doivent être limpides. On doit pouvoir voir tout de suite la différence entre les dons et les revenus de service. Cette clarté, c'est la base de la confiance avec tous les partenaires et les donateurs. On termine sur cette réflexion. La comptabilité, ça ne devrait jamais être vu comme une corvée. Quand elle est bien faite, elle devient un véritable outil stratégique. C'est un tableau de bord qui aide à prendre les bonnes décisions pour mieux servir la cause. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir si les chiffres sont justes, mais bien qu'est-ce que ces chiffres racontent sur l'impact de notre mission.